Bonsoir Florence Parly. Bonsoir. Bienvenue Madame la Ministre des Armées. Merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre aux questions de BFM TV. Patrick Sauce nous a rejoint. Bonsoir. Emmanuel Macron a donc parlé au président Poutine et Zelensky ce matin. C'est Moscou qui a révélé initialement l'échange et c'est Vladimir Poutine qui a appelé pour affirmer qu'il continuerait sans compromis sa lutte. Je cite l'Élysée, le pire est à venir selon le président de la République. C'est l'escalade ? En tout cas, c'est la poursuite d'une offensive qui a été maintenant lancée il y a une semaine, qui a commencé par la conquête de la supériorité aérienne avec des frappes qui ont ciblé un certain nombre d'infrastructures ou de points sensibles. Et puis, on a vu, avec ces colonnes de blindés qui roulent vers Kiev, que nous sommes dans la préparation d'une offensive désormais terrestre, qui sera certainement complétée par une offensive navale sur la partie sud de l'Ukraine. Donc ce que l'on peut redouter, et je pense que c'est ce que tout le monde a en tête, compte tenu des déclarations qui ont été faites tout à l'heure, c'est effectivement l'intensification des bombardements et des bombardements qui toucheront de manière non discriminée les civils. On a vu les chiffres s'afficher sur votre écran. C'est à cela que je crois, malheureusement, il faut se préparer, même si nous voyons que les Ukrainiens se défendent de façon héroïque, que les armées ukrainiennes opposent une résistance farouche vis-à-vis des armées russes, qui d'ailleurs probablement n'étaient pas anticipées totalement, en tout cas par la Russie. Donc oui, on peut redouter une forte intensification des bombardements. Cette intuition, c'est l'intuition du président de la République qu'on va vers le pire, c'est ce que nous disait l'Élysée, mais ça intervient au milieu de diatribes, notamment du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui attise le risque nucléaire. Alors forcément, les téléspectateurs, ils pensent vraiment au pire. Qu'est-ce que c'est le pire pour vous ? Ce n'est pas la première fois au cours de ces derniers jours que la menace nucléaire est brandie. La Russie est une puissance nucléaire. Cette agression contre l'Ukraine se fait sous l'ombrelle de la dissuasion nucléaire russe. C'est une menace qui est totalement inutile, qui est totalement disproportionnée. Je pense que cela peut en effet susciter de l'inquiétude, mais c'est inutile et ce n'est pas approprié. Mais vous, notre ministre des Armées, est-ce que vous avez la crainte effective d'une menace nucléaire russe au moment où nous parlons ? Est-ce que vous vivez tous les jours avec cette menace au-dessus de la tête et à chaque moment qu'une décision est prise ? Nous faisons tout pour dissuader la Russie de poursuivre dans la voie qu'elle s'est choisie. Nous le faisons par différents moyens. Nous le faisons d'abord en aidant l'Ukraine de différentes façons, sur le plan humanitaire, bien sûr, sur le plan économique, mais aussi en livrant des équipements, des armements. Nous le faisons également en envoyant un message. En Roumanie, nous déployons 500 militaires français en Roumanie. C'est un message que nous adressons à la Russie, qui est que nous sommes en situation de nous protéger, de défendre les alliés. Ni la France, ni l'Europe, ni l'OTAN n'agressent la Russie. La Russie n'est pas menacée. Mais la Russie doit savoir aussi que si elle attaquait, alors elle trouverait des alliés, tous unis par la solidarité qui les rassemble. Et puis par ailleurs, pardonnez-moi, je termine, il y a évidemment les sanctions qui sont destinées à élever le plus possible le coût de la guerre pour la Russie, et donc à dissuader le président Poutine de poursuivre dans cette voie. Et puis enfin, parce que tout cela se complète et se cumule, il y a la poursuite d'un dialogue, qui est un dialogue difficile, encore plus difficile depuis une semaine, qui consiste pour le président de la République et d'autres d'ailleurs, à continuer de parler d'abord au président Zelensky et continuer de parler au président Poutine. Et ils se sont parlé plusieurs fois depuis le début de cette semaine. Parce que ce que nous voulons, c'est laisser un espace possible pour obtenir un cessez-le-feu et que des discussions puissent s'enclencher. Or aujourd'hui, évidemment, à l'heure où l'on se parle, peut-être que les discussions qui ont démarré entre des représentants de l'Ukraine et de la Russie
ont peut-être débouché sur un premier résultat. Je ne le sais pas encore. Sur les couloirs, c'est l'émissaire ukrainien. Donc on peut estimer qu'il y a de la bonne foi, pardon pour les sources, qui est sorti déçu, certes, parce qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, mais il y a eu accord sur des couloirs aériens. C'est déjà une première chose dans cette... C'est une première étape. C'était ce que le président de la République souhaitait obtenir du président Poutine. C'est ce que, aux Nations Unies, les nations souhaitent obtenir, c'est-à-dire pouvoir acheminer de l'aide humanitaire. C'est absolument essentiel. Donc, pour autant, on ne négocie pas avec un pistolet sur la tempe et donc il faut avant tout aboutir à un cessez-le-feu. Florence Parly, parfois les sièges durent longtemps. L'Europe et la France notamment ont livré des armes défensives à l'armée ukrainienne pour résister. Ces armes ont-elles été livrées et sont-elles sur place physiquement? Ces armes ont été livrées. Nous avons fait plusieurs livraisons depuis le début de cette semaine. Et donc, elles ont été livrées, en effet, aux Ukrainiens. Avez-vous compris la stratégie de Poutine et si oui, quelle est-elle? Et pouvez-vous l'expliquer aux Français qui vous écoutent ce soir? Quelle idée vous faites-vous de la stratégie du président Poutine dans cette situation que nous traversons en ce moment? Et nous aimerions tous comprendre jusqu'où le président Poutine souhaite aller. Ceci n'est pas tout à fait clair. Au début de cette agression russe, nous pensions peut-être qu'il s'agissait de régulariser, entre guillemets, par une prise militaire, une situation de fait qui s'était petit à petit installée dans les zones séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Mais l'on voit bien que l'ampleur de l'offensive qui est menée sur tous les fronts, qu'il s'agisse du front de l'Est, mais aussi le Nord, avec les bombardements, donc Kharkiv et la victime, l'offensive sur Kiev, et puis tout ce qui se passe au Sud, puisqu'on voit bien aussi que à l'Est de la Crimée, eh bien, il y a une montée en puissance des Russes et qu'il y a potentiellement la réunion d'un territoire qui était séparé. Le président, en tout cas, c'est ce qu'on dit à l'Élysée, que l'ambition ultime de Vladimir Poutine, c'est d'obtenir toute l'Ukraine? Cela fait certainement partie des options. Un mot sur le déploiement français. Vous avez évoqué les livraisons d'armes. Je vais reposer la question rituelle. Votre porte-parole a toujours n'a jamais voulu en fait dire quel type d'armes vous avez livré. Est-ce que Et la raison pour laquelle on ne le dit pas, c'est parce qu'on ne veut pas placer ni le peuple ukrainien ni les armées ukrainiennes dans une situation de faiblesse. C'est une information capitale que de détailler la nature des armes que l'on livre. Donc vous ne voulez pas informer non plus les armées de Poutine? Eh bien c'est exactement cela. On ne veut pas fournir une information précieuse pour la Russie. Ne rien dire, c'est bien. Dire pourquoi on ne dit rien, c'est une information. Sur le déploiement des Français, on a déjà une idée, parce qu'on a vu les images, on a suivi aussi le départ, notamment de la base d'Istres. Il y a un déploiement terrestre, on a compris la dimension aérienne. Vous parliez aussi de la dimension navale des armées de Poutine, avec effectivement l'envie de privatiser cette mer d'Azov. Est-ce que la dimension navale des armées françaises, elle va aussi rentrer en compte? Alors, nous avions déployé le porte-avions Charles de Gaulle ainsi que son escorte pour pouvoir mener une opération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Levant, et mission Clémenceau. Et nous sommes adaptés à la situation nouvelle. Et donc, hier, notre porte-avions et son escorte ont quitté Chypre pour pouvoir rejoindre en Méditerranée une zone qui va permettre à nos avions Rafale et les avions de reconnaissance qui sont embarqués sur le porte-avions, qui sont en quelque sorte des petits AWACS qui peuvent atterrir et décoller d'un porte-avions, pour pouvoir faire des missions de police du ciel, de reconnaissance et de renseignement. Et donc ces avions voleront plein nord vers le territoire de la Roumanie, où là, ils auront la capacité d'observer. Vous venez d'annoncer, et de dissuader. Vous venez d'annoncer, Florence Parly, que le Charles de Gaulle entre dans le dispositif militaire français qui est déployé en ce moment aux alentours de l'Ukraine. Nous avons fait des missions aériennes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Dès le 24 février, nous avons envoyé des avions de chasse et leurs ravitailleurs depuis la France pour précisément opérer ces missions de protection au profit des États baltes et de la Pologne. Nous avons donc en quelque sorte dérouté notre porte-avions pour que les avions de chasse qu'il a à son bord puissent
venir renforcer cette mission de police du ciel. Mais justement, Madame la Ministre, ces Mirage et Rafale français qui effectuent des rotations quotidiennement avec le risque de se retrouver face à des MiG russes, quelles sont les consignes ? Il y a des règles claires qui consistent à ne pas dépasser les frontières. Mais vous avez compris que toutes les règles et traités ont été déchirées nos par les avions Russes. n'ont pas vocation à survoler d'abord l'espace aérien ukrainien qui est fermé, ni autre chose que l'espace aérien du territoire de l'Alliance, c'est-à-dire la Pologne, les pays baltes et la Roumanie. Le président Macron a lui-même parlé d'un risque d'interférence dans la lettre qu'il a envoyée aux armées. C'est ce que vous êtes en train de nous décrire ? Ce que j'appelais moi se retrouver en face d'un MiG russe ? La situation est celle d'une énorme concentration de forces, qu'il s'agisse de forces terrestres, qu'il s'agisse de forces aériennes ou navales. Donc, plus il y a de forces concentrées sur un même territoire ou sur un même site, plus le risque d'incompréhension, de mauvaise compréhension des intentions des uns et des autres s'élève. Donc vous nous dites que c'est bien dans le ciel que le risque d'un dérapage peut avoir lieu. C'est la raison pour laquelle notre mission est strictement dissuasive. Nous n'avons aucune intention belliqueuse. Nous voulons simplement envoyer le message à la Russie, alors que nous ne sommes pas agresseurs et que nous ne menaçons pas la Russie, que nous sommes membres d'une alliance, nous sommes solidaires. Cette alliance atlantique, l'OTAN, fait que si l'un d'entre nous était attaqué, eh bien, c'est toute l'alliance qui se sentirait attaquée et qui réagirait. C'est un signal, c'est un message. Il n'a rien de belliqueux. Vous comprenez la différence entre la théorie et le risque d'interférence. Et très concrètement, un pilote français extrêmement bien formé, notamment dans le respect de toutes les règles, à qui on demande énormément de sang-froid et de retenue, comme le disait le président, et qui se retrouve, un MiG ou plutôt un Sukhoi 34, qui lui ne respecte rien, puisqu'au sol, Vladimir Poutine ne respecte rien. Il est vraiment élevé, ce risque d'interférence, comme vous dites, au-dessus de l'espace aérien polonais, par exemple. J'ai bien compris que ce ne serait pas au-dessus de l'espace aérien. Cette situation, nos militaires s'y entraînent tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et ce n'est pas la première fois que nos militaires sont amenés à interférer au sens de voir, apercevoir des moyens, qu'ils soient navals ou aériens russes. Et il y a des règles, il y a des comportements qui sont codifiés et qui doivent être respectés. Et donc, il nous appartient aussi de continuer de bien les respecter, car, comme je l'ai dit, l'intention n'est nullement belliqueuse, elle n'est absolument pas agressive, mais c'est un message qui consiste à dire « nous sommes là, et s'il le fallait, nous nous défendrions ». 14 Français de la Légion étrangère d'origine ukrainienne ont été interpellés mardi alors qu'ils s'apprêtaient, en tout cas certains d'entre eux, Madame Parly, à rejoindre leur pays pour combattre. Ils seront sanctionnés ? Alors certains sont en permission. Dans ce cas-là, il n'y a pas de raison d'être sanctionné. Ça ne nous regarde pas. Tant qu'ils reviennent de permission. Ils n'ont pas l'autorisation, pour ceux qui sont de nationalité ukrainienne, de se rendre en Ukraine. Mais naturellement, certains ont des familles en Ukraine. Et donc, la Légion étrangère est évidemment très attentive à ce qu'on puisse faire le maximum pour rassurer ces légionnaires et intervenir, si on le peut, en leur permettant non pas d'aller en Ukraine, je le répète, mais de porter secours à leur famille. Très pédagogiquement, pardon Yves, mais on a vu passer sur les réseaux sociaux énormément de fake news justement sur le fait que la Légion étrangère autorisait les légionnaires. Est-ce que, de façon très pédagogique, voilà, pour le grand public, vous pouvez expliquer pourquoi on ne peut pas voir un légionnaire, certes de nationalité ukrainienne, mais avec l'uniforme de la Légion étrangère française sur le sol ukrainien ? Pour une raison très simple. C'est parce que les armées françaises ne sont pas partie prenante à ce conflit. Il n'y a pas de militaires français déployés en Ukraine. La Légion étrangère, c'est une unité qui fait partie de l'armée de terre française. Donc ces soldats ont passé un contrat moral extraordinaire qui consiste, alors qu'ils viennent d'un autre pays, ils sont prêts à donner leur vie pour notre pays, pour nous défendre. Donc c'est un contrat moral qui est extrêmement fort. Mais ils font partie des armées françaises et nous ne sommes pas partie prenante à ce conflit. Étant donné notre engagement et après l'intervention hier du chef de l'État et la gravité du ton qu'il a employé pour nous parler de la situation, dans quelle proportion le budget des armées va-t-il être augmenté ? Vous savez que le président de la République n'a pas attendu cette situation de crise
pour prendre des décisions majeures en faveur de notre défense. C'est depuis 2017 que le budget de la défense croît chaque année d'1,8 milliard d'euros. Je ne vous parle pas d'hier, je vous parle de demain et d'aujourd'hui. Je vais vous le dire immédiatement. De 2017 à 2022, nous aurons consacré 220 milliards d'euros à notre défense. Et nous avons une loi de programmation militaire qui se déroule jusqu'en 2025, qui doit permettre un investissement sur la période 19-25 de 295 milliards d'euros. Et dès l'année prochaine, il va y avoir une accélération de cet effort, puisqu'il est prévu qu'il y ait une croissance plus élevée encore que celle que nous avons connue au cours des années précédentes, qui devrait être de 3 milliards d'euros. Donc, nous n'avons pas attendu cette crise parce que nous avions, dès le départ, identifié qu'il pouvait y avoir un risque que la guerre revienne en Europe et qu'il pouvait y avoir un risque d'un conflit de haute intensité. Et c'est à cela que nous travaillons depuis 5 ans. Pardon d'être aussi trivial, mais de quoi a besoin l'armée? Quelle serait la grande liste de courses des armées pour les prochaines années? Il y avait des choses qui étaient déjà en cours. Nous avons lancé énormément de choses. Nous avons renouvelé toute la capacité spatiale de nos armées. Nous faisons des investissements massifs dans le domaine du cyber, précisément parce qu'il y a aussi cette dimension hybride de la guerre que la Russie manie, si je puis dire. Nous avons également lancé le successeur du porte-avions Charles de Gaulle. Nous avons lancé la nouvelle génération des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Nous sommes en train de réceptionner en quelque sorte les nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque. Nous avons complètement renouvelé les engins blindés de l'armée de terre. Alors, c'est loin d'être terminé. Ces premiers équipements sont en train d'arriver dans les armées depuis 2 ans. Nous avons également commandé de nouveaux avions Rafale de dernière génération. Bref, nous investissons dans tous les domaines et nous augmentons en quelque sorte les cadences. Une dernière question, Madame la Ministre. Le Président est donc candidat. Sa lettre aux Français doit être publiée demain matin dans la PQR, mais elle sera en fait normalement dès 20h30 ce soir officialisée. Est-ce que cela change son engagement dans le conflit et dans les responsabilités qui sont les siennes en ce moment, notamment en Ukraine? Le président est totalement à sa tâche. Vous voyez bien à quoi il consacre ses journées, à être sur tous les fronts pour essayer d'obtenir ce cessez-le-feu et de faire taire les armes. Et puis bien entendu, il faut que cette élection présidentielle, qui est un moment essentiel pour la vie démocratique de notre pays, puisse se dérouler. Il faut qu'il y ait un débat. Il ne m'appartient pas de dire ni comment, mais je crois que c'est vraiment très important parce que au fond, ce serait donner une victoire de plus à Vladimir Poutine si cette crise absolument inédite par son ampleur, on n'a jamais eu à gérer en même temps une crise internationale de cette nature en pleine campagne présidentielle, mais ce serait une victoire supplémentaire qui lui serait donnée. Mais vous aurez quand même un petit peu de temps pour participer à ce débat démocratique? Le temps est forcément compté, puisqu'il reste un nombre de jours qui est connu, quelques dizaines, mais il faudra que ce débat, bien sûr, puisse avoir lieu. Le porte-avions Charles de Gaulle est donc entré dans le déploiement militaire français. C'est l'une des informations que vous nous avez données ce soir. Merci Madame la Ministre des Armées.